Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est un grand plaisir comme chaque vendredi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le numéro 140. Aujourd'hui, en ce mois de mars qui débute, mois printanier, alors ça se ressent pas trop sur les températures, j'ai essuyé -3 voire -5 degrés lors de mes précédentes séances matinales sur cette semaine, donc j'endure encore les 3 couches. L'avantage, comme me l'a dit Fabrice Kuhn, c'est Seb, au moins, tu ne souffres pas de la chaleur. Alors pour l'instant, non, je ne souffre pas de la chaleur. Cela dit, mes séances s'enchaînent plutôt bien. J'ai vécu une séance dantesque dimanche. Il y avait un vent, mais de folie. J'avais l'impression sur certaines portions d'être complètement balayé de côté par ces énormes bourrasques. Ce qui ne m'empêche pas de courir, de pratiquer avec assiduité mes séances, respectant mon plan d'entraînement, et comme les distances s'allongent, je suis revenu à mes premiers amours, à savoir des Mizuno Rider. Je cherchais une chaussure avec de la stabilité, de l'amorti et un certain confort. Je me suis donc tourné vers le magasin Running Conseil d'Orléans où Céline m'a proposé ce nouveau modèle qui, dans sa version 26, offre beaucoup plus de confort. J'avais été un petit peu déçu par le modèle Rider 24 et 25. Là, il n'en est rien. Après une semaine de test, elles sont vraiment adaptées et confortables. Alors, en cette semaine de semi-marathon de Paris pour vous, ou ailleurs, j'espère que vous trouverez des conditions favorables pour réaliser de beaux chronos et remplir vos objectifs. Avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais saluer Mick42K qui m'a laissé un petit message sur Apple Podcast et qui me dit « Un des podcasts de référence en course à pied, j'ai découvert ce podcast sur le tard, mais je ne le regrette pas. Seb traite de nombreux sujets et il pose toujours des questions très pertinentes à ses invités. Je suis maintenant presque à jour dans l'écoute de tous les épisodes et j'espère que ce podcast va poursuivre son ascension fulgurante. Bravo Seb pour ton travail et pour ta régularité. » Eh bien, merci Mika pour ton commentaire. Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté des auditeurs du podcast À côté de mes pompes, ce qui me fait fortement plaisir. Et puis l'ascension fulgurante, c'est grâce à vous. C'est vos écoutes, vos partages, vos likes et vos commentaires sur les réseaux qui permettent au podcast de remonter, d'être découvert et d'être de plus en plus écouté. Donc un grand merci à vous, chers auditeurs. Dans cet épisode, nous allons aborder la course à pied sur un plan sociologique, mais aussi historique. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Olivier Bessy, sociologue du sport et des loisirs, professeur émérite à l'université de Pau. Olivier est également un coureur à pied. Depuis plus de 50 ans, il a balayé toutes les disciplines. De la piste, de la route, du trail à l'ultra-trail, il court aujourd'hui après d'autres objectifs, mais avec toujours le leitmotiv, celui du plaisir. L'objectif de cet épisode est de vous éclairer sur l'évolution de la course à pied en tant que phénomène de société, et durant ces 50 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de mutations socioculturelles, économiques et aussi technologiques. Parler de course à pied, c'est aujourd'hui aborder la compétition, les loisirs, une pratique ancrée dans notre quotidien avec une économie ainsi qu'une culture à part entière. Cependant, courir en 2023 n'a rien à voir avec la course à pied des années 60. Notre sport a connu une véritable métamorphose. À travers cet échange, Olivier vous détaillera les 2 révolutions principales connues par notre sport. La première révolution, qu'Olivier appelle « courir sans entrave », se déroule entre 1968 et 1990. Notre sport s'ouvre alors à 2 nouvelles pratiques. Une seconde interviendra entre 1990 et 2008. Cette fois-ci, c'est la quête de l'ultra, la quête de l'ailleurs, avec des performances démesurées,
Une surenchère des compétitions, des distances qui s'allongent de plus en plus avec une internationalisation de cette pratique qu'est la course à pied. Pour conclure, Olivier nous présentera ses dernières constatations, ses dernières évolutions en matière donc de sport et de running. Je vous laisse en compagnie d'Olivier Bessy, sociologue du sport, pour cet épisode consacré à l'histoire de la course à pied des années 1960 jusqu'à nos jours. Bonne écoute à vous. Bonjour Olivier, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui pour un épisode socio-historique sur l'évolution de la course à pied. Alors je vais te laisser te présenter Olivier et puis ensuite on pourra aborder cette évolution de notre sport qu'est le running. Tout à fait. Donc, moi, je suis Olivier Bessy. Je suis avant tout un coureur à pied. Ça fait plus de 50 ans que je cours. J'ai vécu toutes les époques de la course à pied sur piste, le cross, puis après les courses hors stade, semi-marathon, marathon, puis les ultramarathons, puis les trails, puis les ultra-trails, les courses solidaires. Voilà, j'ai parcouru toute la seconde moitié du XXe siècle en tant que coureur à pied. Et comme en même temps, je suis sociologue du sport et du tourisme, j'ai décidé d'analyser un petit peu cette évolution de la course à pied à travers le prisme des mutations de notre société. Ça, c'est mon côté, vraiment une approche socio-historique. Je suis professeur émérite à l'Université de Pau, retraité. Où j'ai enseigné les 14 dernières années en dirigeant le master tourisme, et je poursuis mes activités au sein du laboratoire TRI, transition environnementale et énergétique, principalement sur tout ce qui est transition sportive, transition touristique. C'est ta passion pour la course à pied qui a orienté, guidé ton parcours professionnel dans ces recherches autour du sport et du tourisme ? C'est ma passion pour le sport en général et plus spécialement pour les loisirs sportifs, puisque j'ai eu la chance de faire mon DEA avec un grand sociologue des loisirs qui s'appelait Geoffre Dumazier. Puis après, j'ai rencontré Georges Vigarello, qui est un grand historien et sociologue aussi dans le domaine du sport. Et comme j'étais coureur à pied, mais que je pratiquais aussi du vélo, un peu d'alpinisme de montagne. J'étais prof de PS, c'était mon premier métier quand même. Donc, j'ai toujours orienté mes recherches et ma thèse porte sur le culte du corps et de la forme dans les salles parisiennes en 1990. Donc, j'étais vraiment dans cette mouvance-là. J'avais hésité à faire une thèse sur la course à pied à l'époque. Et mon directeur, Georges Viallo, m'avait dit non, si tu travailles sur les salles, c'est plus intéressant. Donc, voilà, j'avais travaillé sur les salles. Et puis après, je me suis mis à travailler sur la course à pied à la fin des années 90. Mon premier article date de 1995. Et donc voilà, ça fait presque faire 30 ans que j'ai produit à peu près une vingtaine d'articles ou de chapitres d'ouvrages sur la course à pied. Donc finalement là, à la fin de ma carrière, je reviens sur mes premiers amours et j'essaye de rassembler toutes mes recherches en lien avec ma propre trajectoire et l'évolution de la société pour produire cette fresque socio-historique de 68 à aujourd'hui. C'est un petit peu ton histoire. Tu as vu l'évolution et tu as été acteur donc de cette évolution du running depuis cette période des années 60. Tout à fait. C'est un essai de théorisation de ma propre pratique, de ma propre trajectoire. Quand je passais d'une modalité de pratique à une autre, je me rendais pas compte des raisons sociétales qui me poussaient à le faire. C'était enfoui en moi. J'avais pas encore les outils théoriques et conceptuels pour me rendre compte que finalement, si j'avais arrêté l'athlétisme, j'étais coureur de 800 et de 1500, j'avais arrêté l'athlétisme sur piste, c'est parce que ça me correspondait plus, parce que j'aspirais à autre chose et mes aspirations étaient en lien avec l'évolution de la société. Et j'ai toujours aimé courir, mais c'est pas la même chose que de s'entraîner pour faire de la piste ou d'aller participer à un semi-marathon ou à un marathon. On change totalement d'univers, on sort des stades, on s'entraîne plus du tout de la même façon, on n'a plus les mêmes modes de sociabilité, on change de lieu, d'espace, de temporalité, de fréquence. Donc c'est tout un ensemble de variables qui se modifient. Après, quand on arrive sur l'ultramarathon ou les ultra-trails, comme j'ai pu finir avec celui
de Chamonix-Mont-Blanc et de La Réunion, on est encore sur d'autres logiques, hein. Et ça, c'est très intéressant à analyser. Et puis maintenant, aujourd'hui, je reviens à une course à pied, bien-être, santé, ressourcement, plus du tout d'objectifs de performance ou de compétition. Voilà, je cours près de chez moi pour mon bien-être. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui aujourd'hui, Olivier, te fait encore courir, toi qui as balayé finalement toutes les disciplines que l'on va pouvoir détailler dans notre échange aujourd'hui? Alors, ce qui me fait encore courir, c'est une très bonne question. Je pense que quand on a beaucoup couru, comme moi, pendant 50 ans, et sous des formes différentes, il reste une permanence. Cette permanence, c'est effectivement le plaisir, à un moment donné, d'avoir les deux pieds décollés du sol, d'être en apesanteur, ce qu'on retrouve pas dans la marche, hein, qu'on retrouve pas dans le vélo non plus, ce sentiment de s'arracher finalement du sol, de voler, d'être en suspension quelque temps, et plus on va vite, et plus c'est le cas. Alors, en vieillissant, par contre, c'est clair que mes temps de suspension sont nettement moins importants, mais je suis content de ne pas être totalement blessé et de pouvoir courir encore, même si je cours beaucoup plus doucement, beaucoup moins longtemps. C'est clair, les intensités, les volumes sont totalement différents, mais j'éprouve encore ce plaisir de courir même doucement pour finalement m'immerger dans des espaces naturels que j'aime bien, dans des parcs, dans des forêts, dans du vignoble, en montagne, voilà. Mais bon, il n'y a plus du tout cet objectif de performance et encore moins de compétition. On est vraiment sur un loisir simple, du ressourcement, parfois même de la méditation. Ça me permet de penser à ce que j'écris. Parfois même, l'oxygénation du cerveau provoquée par l'effort aérobie me permet finalement de débloquer des passages grâce à la course. J'arrive à finalement résoudre des petits problèmes d'écriture. C'est très intéressant à observer. Voilà, et j'aime vraiment courir parce que c'est un plaisir immense. Est-ce que finalement, c'est pas poursuivre le temps de l'enfance où on passe notre temps à courir quand on est gamin? Et est-ce que c'est pas, je me posais la question, est-ce que c'est pas ma façon à moi de rester un enfant d'aimer toujours courir et de le partager avec ma compagne ou avec des copains, et ça me manque pas de ne plus aller faire des gros challenges, des grosses compétitions. On peut trouver du plaisir près de chez soi, en toute simplicité. Ça me fait penser au livre de Bruno Heuby, Courir longtemps. Pour toi, courir longtemps, c'est le plus longtemps possible dans l'âge. Vous avez à peu près le même parcours, hein, 50 années, un demi-siècle de course à pied pour tous les deux, prof de PS. Et ce que disait Bruno, c'est ça, c'est être en bonne santé et pratiquer aujourd'hui la course à pied un petit peu plus loisir, mais pour se faire du bien. C'est ce que tu prônes également. Oui, complètement. Une course à pied santé, bien-être, mieux-être. On est un peu fatigué, on va courir, on se sent mieux après. On n'a pas très bien dormi. C'est une forme d'oxygénation. Voilà. C'est le principe finalement de la dépense énergétique, hein. Plus on dépense de l'énergie, plus on en fabrique. Phénomène de surcompensation. Et même si on court doucement, si on fait que 30 minutes, 40, 45 minutes, on est toujours mieux après que avant. Donc voilà, mais c'est l'expérience, c'est le vécu qui amène ça, parce que faut éviter de se crisper, faut toujours être décontracté. Il y a aussi une expertise de la course à pied acquise durant 50 ans qui me permet aujourd'hui de trouver du plaisir, alors que quand je vois des gens qui courent 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite que moi, ça me fait un peu mal de ne plus pouvoir le faire parce que c'est d'autres sensations. Mais voilà, je pense qu'il faut faire preuve de sagesse, hein, et trouver du plaisir dans l'ordinaire de la course à pied. De toute cette expérience, Olivier, donc tu en as écrit un livre, donc ce sera plusieurs tomes, hein, on va les découper aujourd'hui, 3 tomes, ouais, avec cette évolution de ce sport qui nous rassemble aujourd'hui, la course à pied. On va scinder cet épisode en 2 grandes parties. Une course sans entrave, la période entre 1968 et 1991. Et la deuxième partie, on est sur 1991 jusqu'à 2008, avec cette fois-ci une évolution galopante de notre discipline. Donc on va attaquer le
Premier morceau, 1968. Qu'est-ce qui se passe dans les activités physiques? Est-ce que la course à pied est aussi développée qu'elle ne l'est aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est sur un schéma totalement différent? Oui, la course à pied n'est pas aussi développée qu'elle est aujourd'hui. En 68, on est encore sur une course à pied très très traditionnelle, sur piste et en cross-country, hein. Mais en lien avec les nouvelles valeurs de 68, la contestation, l'hédonisme, l'accomplissement de soi, la liberté, qui sont les nouvelles valeurs qui bousculent les codes culturels jusqu'alors en vigueur. De nouvelles modalités de la course à pied vont se développer au début des années 70 avec l'apparition du jogging qui nous vient des États-Unis, hein, qui était en avance culturellement sur nous et qui va se diffuser en France durant toute la décennie 70, 80. Et en même temps, vont se développer les crosses vont évoluer avec des courses open, ouvertes. C'est-à-dire que le cross reste pas figé uniquement sur l'élite, hein, sur les meilleurs, mais s'ouvre sur des courses de masse, à l'instar du cross de Figaro ou du Sud-Ouest. Et on va voir apparaître la grande marée des courses hors stade, dont la première est créée en 1973, Marve Jeune qui est la pionnière rebelle, comme je l'appelle, parce que elle doit lutter contre la Fédération française d'athlétisme, hein, qui s'oppose à ces nouveaux usages parce que elle semble qu'il lui échappe ces nouvelles façons de courir, et ça va générer des conflits pendant une vingtaine d'années qui sont d'ailleurs toujours pas totalement résorbés. Et on voit de nouveaux profils de coureurs apparaître, des femmes notamment qui étaient hier totalement absentes, mais aussi des amateurs de tout niveau, hein, qui incarnent ce que j'appelle la figure du coureur ordinaire, c'est-à-dire le coureur qui n'a pas du tout la stature d'un athlète, ni la morphologie, qui n'a pas forcément fait de compétition lorsqu'il était au collège ou au lycée ou en club, mais qui va découvrir dans la course à pied une liberté de pratique, une façon de se faire plaisir, de se faire du bien. Et au départ, donc la revue Spiridon qui accompagne ce mouvement est dans la contestation du mouvement sportif traditionnel. Puis progressivement, ce mouvement sera repris par la société de consommation, puisque les valeurs sont quasiment identiques, et on passe d'un mouvement de contestation finalement à un mouvement de consommation de la pratique de la course à pied. La revue Spiridon disparaît au début des années 80, elle est remplacée par la revue Jogging International, qui est vraiment pas du tout la même chose, hein, c'est le plaisir de courir, qui est dans son slogan. Donc on est vraiment sur une nouvelle manière de courir qui s'inscrit dans ce que j'appelle la société postmoderne, c'est-à-dire où on casse les codes de la modernité qui étaient très centrés sur l'ordre, la contrainte, l'ascétisme, voilà. Et là, du coup, c'est un nouvel univers social qui se construit. On peut parler de la construction d'un nouvel univers social. Et la course à pied en est un témoin, un analyseur, un sismographe particulièrement intéressant, dans la mesure où elle montre, à travers toutes les modalités que j'ai citées auparavant, finalement, comment elle s'inscrit dans cette nouvelle société. Cette société, finalement, de runners, de coureurs à pied, elle suit l'évolution de notre société traditionnelle, la société française qui se libère de certains carcans, on va dire, après mai 68, oui, va également avoir ce transfert sur la pratique sportive. Alors, c'est sur le sport d'une manière générale, notamment dans les nouvelles pratiques de loisirs qu'on a appelées les pratiques de plein air, hein, je pense à l'escalade, au surf, à la planche à voile, au parapente, qui s'inscrivent dans la même dynamique en fait. Hein. On sort des gymnases, des piscines, des stades pour aller finalement découvrir, se tester dans la nature, rechercher une certaine forme d'osmose. Donc c'est
une grande partie des modalités de pratique sportive qui s'inscrivent dans cette mouvance-là, et la course à pied particulièrement, mais on pourrait prendre l'exemple du vélo, on pourrait prendre l'exemple de la natation aussi. Il y a des gens qui vont à la piscine, mais qui ne font plus des longueurs, mais font du swimming, comme on fait du jogging. Des gens qui vont dans des salles, le vélo aussi, l'usage du vélo qui évolue. Donc c'est tout. En fait, c'est le sport en tant que fait social total. Finalement, on peut analyser le sport donc c'est ça comme un élément du système social tout entier. Et la course à pied, tout particulièrement, puisque elle est extrêmement accessible et donc elle permet à quiconque de pouvoir s'y investir de manière très personnalisée. C'est ce que tu as vécu quand tu as commencé. Oui. Tu disais tu étais un coureur plutôt de 800, de 1500. Tu as eu cette volonté de sortir de oui. la piste, sortir du oui. stade. Oui. Quel était le regard des gens qui te voyaient courir à l'extérieur, justement? Disons que sans renier mon passé d'athlète en club et en cross-country, alors j'ai arrêté totalement la piste, les courses de 800, 1500 ou autres, parce que c'est vraiment très particulier au niveau de l'entraînement qui est nécessaire pour être performant. Et quand on fait ce genre d'activité, on est sur la compétition. C'est-à-dire qu'on court pour gagner, au moins faire un temps de référence. Alors que quand la bascule vers les courses, vers le jogging, c'était vraiment passer de la compétition au loisir, à l'entretien et à la santé. Et quand les premières courses hors stade ou même certains cross de masse où on cherchait quand même à faire une performance, c'est la différence entre la compétition et la performance. Là, j'essaie de bien d'expliquer ça. C'est-à-dire que la compétition, c'est une forme de performance, mais elle est normo-référencée. C'est-à-dire qu'elle correspond à une norme de temps sur un tableau des performances. Et elle est souvent aussi associée à un classement, médaille d'or, médaille d'argent, d'accord? Alors que la performance autoréférencée, celle qu'on se fixe par rapport à soi-même, qui n'a de sens que par rapport à l'individu, c'est cette performance-là à laquelle a répondu toutes ces nouvelles courses hors stade et ce nouveau marathon, en permettant de surcroît la cohabitation entre l'élite, qui était sur la compétition, la performance normo-référencée, et la masse, qui était sur la performance auto-référencée. Même si, tu le disais, pour Marvejols-Mans, je regardais les statistiques, c'était seulement 153 coureurs au départ de la première édition. On est bien loin des standards d'aujourd'hui. Alors, c'était 553 coureurs à la première édition, mais ça a évolué très, très rapidement, puisque dans mon tome 1, je consacre un chapitre entier à la marée des courses hors stade et un sous-chapitre entier à Marvejols-Mans. Et je vais retrouver, si tu les as pas, les chiffres de progression, c'est énorme, Donc, ils sont là, effectivement, 153, mais dès les années 2020, on est à plus de 3000, on va jusqu'à 4000. Donc, ça évolue très, 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 très rapidement. Et j'ai regardé également pour le marathon de Paris, dont on pourra évoquer tout à l'heure l'évolution. C'était seulement 126 athlètes en 1976. Quand on voit aujourd'hui qu'à quelques semaines, voire quelques mois avant le début de l'épreuve, c'est déjà complet, on est loin justement de ces standards. Donc on a une massification, et tu l'as dit, ça a été assez rapide. Tout à fait. Dans le tome 1, je traite de 4 marathons, New York, Madrid, Paris et le Médoc. Donc à cette époque-là, New York, c'est l'icône des marathons, symbolisant cette nouvelle manière de courir et de se fixer des objectifs, de terminer un marathon en fait, ouvert au plus grand nombre. On est sur la découverte d'une ville, d'une ville très urbaine, à New York. C'est pareil, là, c'est un club local qui veut un petit peu s'opposer à la course à pied traditionnelle, qui le crée, c'est un peu des marginaux, puis progressivement, ça devient l'événement, le marathon qu'il faut avoir couru, avec
pareil, une progression du nombre de participants très importante. On est sur le même cas sur Madrid, qui après le franquisme, donc à la fin du franquisme, dès la première édition en 98, affiche 5000 personnes dans la rue et montre que, contrairement à Paris, on peut dès la première édition avoir de la masse si on propose un concept adapté à l'époque. Ce que ne fait pas Paris, puisqu'il reste dans le bois de Boulogne au départ, organisé par un club, réservé à l'élite, et Paris a un accouchement laborieux en tant que marathon populaire et de masse. Il faut qu'ils viennent dans les rues de Paris, que l'organisation évolue, et c'est beaucoup plus long, et c'est presque Paris est presque un contre-exemple dans les années, je dirais, 90. Puis progressivement, il va devenir un grand marathon populaire comme les autres, comme New York, comme Madrid, Berlin, Londres, etc., etc. Et puis il y a un marathon qui est inénarrable, qui est pour moi le symbole même de la postmodernité, c'est le marathon du Médoc. Parce que là, on prend la logique compétitive à contresens, et on ne court plus pour faire une place ni même un temps, mais on court pour faire la fête, participer à un carnaval, danser, déguster, s'amuser, rigoler. Et on a un classement du meilleur déguisement qui concurrence le classement du meilleur temps. Donc, c'est presque un anti-marathon au sens du marathon olympique, hein, mais qui montre bien que beaucoup de marathoniens ont envie de vivre autre chose que de se faire mal pendant 2h30 pour faire un temps. Et que le marathon devient un prétexte à la découverte d'un territoire, sur le plan touristique, à une grande expérience sur soi, seul ou avec des amis. Les déguisements passent d'un niveau à collectif. Donc, il y a toute une nouvelle logique festive qui se développe, et ça, c'est très intéressant. Et le marathon de New York est certainement le meilleur exemple de cette nouvelle modalité de courir qui sort totalement des standards. Pourquoi ça a pris, finalement, selon toi, cette course à pied, quelque chose qui venait d'outre-Atlantique avec ces mouvements un petit peu hippie américains? Est-ce que c'est cette volonté de casser les codes, on le disait tout à l'heure, on a gardé ces termes de running, de jogging, c'est encore très présent dans nos sociétés, plus que de dire je fais de la course à pied. On dit je fais du jogging, je fais du running. Alors, c'est très ancré. Ouais, alors la course à pied, c'est un peu le nom générique, hein. Dans la course à pied, on peut mettre plusieurs noms. On peut mettre athlétisme, on peut mettre jogging, on peut mettre running, on peut mettre marathon, on peut mettre trail, tu vois. Voilà. La course à pied, pour moi, c'est le terme le plus générique. Après, le running n'apparaît pas dans mon tome 1, j'utilise pas le terme parce qu'il est pas utilisé par les médias spécialisés. On parle pas de running. Le running apparaît dans le tome 2 avec justement la recherche de davantage d'efficacité dans la course à pied, la recherche de performance. Voilà, le running fait plus performatif que jogging, qui fait plus santé bien-être. À partir donc de cette révolution de 68, est-ce que tu as pu dresser le portrait robot du coureur des débuts, je dirais, de cette première révolution? Qui étaient ces personnes qui ont commencé à courir? Est-ce qu'on a une typologie d'âge? Est-ce qu'il y a peut-être un genre plutôt masculin? On voit que pour les femmes, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment sur le marathon de Boston où Catherine Switzer n'a pas été autorisée à prendre part sur la ligne de départ. Comment ça a germé et qui étaient ces premières personnes qui ont osé courir dans les rues librement? Dans les rues et dans la nature, parce que c'est aussi l'émergence des courses de montagne. Et c'est vrai que le jogging est un phénomène urbain. Les premières grandes courses sont urbaines, mais Marvejolement de Marseille-Cassis montre qu'il y a aussi une dimension nature, puisque entre les deux villes, on est en milieu naturel, plus ou moins, parce qu'on reste sur la route, hein. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le profil sociologique des coureurs, avec cette massification, il évolue. Et les femmes qui étaient quasiment absentes commencent à être un petit peu présentes. Alors, timidement, hein, sur les courses hors stade, on est à 10% au début pour aller vers 30%.
Dans le jogging, je pense qu'on est plus équilibré, on doit être pas loin de 50-50. Et dans l'extrême, dans les pratiques d'ultra, on le verra tout à l'heure, elles sont très peu nombreuses au début, même pas inférieures à 5%. Et aujourd'hui, selon les types d'épreuves, elles sont entre 10 et 25%. Donc, il y a une montée il y a une progression de la féminisation de la course à pied. Il y a aussi une diversification des tranches d'âge. On peut parler d'une pratique intergénérationnelle avec de plus en plus de seniors qui, avant, quand on était athlète, à 40 ans ou plus tard, on arrêtait de courir. Là, grâce au jogging, bien entendu, mais aussi aux courses sur stade et au marathon, on voit les seniors, les plus de 55, voire 60 ans, progresser énormément. Les jeunes sont assez absents au départ, mais grâce au trail notamment, et au renouvellement de l'image du trail qu'a provoqué Kylian Jornet, au progrès aussi des matériaux, des vêtements, les jeunes sont de plus en plus nombreux à courir. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'élargissement du spectre des tranches d'âge. Troisième variable sociologique, les catégories socio-professionnelles. La course à pied, lorsqu'elle se résume à l'athlétisme, on est essentiellement sur des classes populaires. Les grands marathoniens type Mimoun, Jazzy, Michel Banard sont des gens qui viennent de milieux populaires très modestes. Et avec le développement de la course à pied, eh bien, courir n'est plus péjoratif. On n'est plus un fou si on court. C'est plus réservé aux classes populaires. Mais on a, pareil, une diffusion sociale de cette pratique avec les classes supérieures qui prennent de plus en plus de place, notamment dans les marathons, qui sont très courus par les professions de catégorie supérieure parce que c'est la recherche de performance. Ils transfèrent de leur milieu professionnel au milieu au milieu sportif en recherchant des performances et ils se valorisent à travers ces performances. Et plus la distance est longue, plus c'est difficile. On le voit bien avec les ultras, et plus on va retrouver de catégories professionnelles élevées. Mais il y a des professions intermédiaires aussi en grand nombre, parce qu'il y a des modes d'engagement différents, et il y a toujours des classes populaires, parce que c'est une pratique qui est accessible, qui ne demande pas beaucoup d'argent, et au niveau du jogging, par exemple, c'est extrêmement hétérogène. Hein. Donc on a une grande hétérogénéité des profils, hommes, femmes, tranches d'âge, et catégories socio-professionnelles, qui sont les trois grandes variables sociologiques pour identifier un peu le profil des coureurs, qui a énormément évolué ces dernières années. Après, il faut faire des distinguos selon les modalités. Le jogging est plus brassé que les courses en stade, qui sont elles-mêmes plus brassées que les marathons, etc., etc. Olivier, est-ce que dans cette évolution du loisir, hein, tu le disais tout à l'heure, on peut faire un lien avec le temps de travail qui est de moins en moins important au fil des décennies. Si on remonte dans les années 30, nos aïeux travaillaient 6 jours sur 7. Est-ce qu'après-guerre, avec ces 30 glorieuses, les gens ayant un petit peu plus de temps libre, ils ont pu s'adonner à cette pratique du running et loisir? Est-ce que c'est un impact de cette réduction du temps de travail? Est-ce que tu l'as constaté? Il est clair que l'évolution quantitative du temps consacré au loisir n'a fait que croître au XXe siècle, sur la journée, sur la semaine, sur l'année, même sur la vie. Même si à un moment donné on a augmenté l'âge du départ à la retraite. Et s'il y a aujourd'hui ce grand débat, c'est bien parce que la question du temps de travail sur la vie de manière globale se pose. Donc, il est clair que le loisir, c'est ce que montre très bien Geoffroy Dumazier, hein, c'est énormément développé comme étant un nouvel espace-temps de la construction identitaire de l'individu, qui finalement va se construire dans son travail, mais pas que. Et le loisir ne devient plus un temps mort, un temps vide, un temps de repos, mais un temps de construction de soi, un temps d'expérimentation de soi. Et quel qu'il soit, j'ai envie de dire, loisir sportif, loisir culturel, loisir en général. Et le loisir sportif, tout particulièrement dans la mesure où la mise en jeu du corps, qui est nécessaire, qu'on court, qu'on nage, qu'on pédale, qu'on grimpe, est extrêmement valorisante. Elle contribue aussi à répondre au canon corporel en vigueur.
Elle permet de se dépasser, d'explorer ses limites, de flirter avec l'extrême, ce qui est extrêmement valorisé dans une société où l'aventure prend de plus en plus de place. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a cette base de l'augmentation du temps libre et du loisir dans notre société qui irrigue complètement la pratique sportive. Et les pratiquants de loisirs sont bien plus importants que les pratiquants de compétition. 2 dernières questions, Olivier, avant de basculer sur la deuxième révolution. En termes de matériel, est-ce que tu te rappelles de tes premières chaussures? Est-ce qu'elles avaient le même look que ces espèces d'échasses sur lesquelles on court, ces espèces de coussins, de nuages qui aujourd'hui nous font rebondir? Je regrette de ne pas les avoir gardés pour faire une photo là de mes 30 paires de chaussures. Ah ouais, non, mais là c'est la révolution technologique, mais bien entendu, elle a accompagné. Alors, je pense pas que ce soit elle, comme des fois je peux l'entendre ou le lire, qui est complètement révolutionné la course à pied. Elle a participé, c'est un des facteurs, un des éléments. Elle l'a accompagné. Elle a donné certainement envie à des gens de courir parce que les matériaux ont été plus esthétiques, plus efficaces, et ça a mis en confiance des gens avec parfois, je dirais, des dérives, c'est-à-dire qu'on pense que parce qu'on achète des super chaussures ou des super vêtements de sport, on va être davantage, on va être meilleur, une espèce d'illusion technologique qui est entretenue par la sphère économique. Toujours est-il que, voilà, c'est vrai que une bonne paire de chaussures qui permet de se sentir plus léger, de se sentir davantage volé, d'augmenter ce temps de suspension, c'est quelque chose qui est recherché. Les collants aussi, près du corps, voilà. Mais aussi le premier pantalon de jogging qui a porté le même nom que l'activité, une forme de décontraction dans le quotidien qui a été empruntée à la course à pied. Et j'essaie d'expliquer ça dans mon ouvrage, c'est que l'émergence du jogging, il se fait aussi à travers l'émergence de nouveaux canons vestimentaires. Donc on revient finalement à ce côté un petit peu décontracté, ce que tu disais. On sort finalement d'une activité peut-être professionnelle très très rigide et on va s'exercer et s'adonner à quelque chose de beaucoup plus détendu. Exactement, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Ma dernière question portait sur le rôle de la fédération française. Tu disais tout à l'heure, au niveau de Marvejols-Mende, la fédération ne voyait pas d'un bon œil le développement de ces courses populaires. Quels pouvaient être les motifs de la Fédé de s'opposer justement à cette course? Simplement parce que le sport s'inscrit dans un champ de pouvoir entre différents acteurs. Et que dans le champ sportif, jusque dans les années 70, c'est les fédérations qui avaient le pouvoir total dans le champ. Les acteurs économiques étaient peu développés, les acteurs environnementaux n'existaient pas encore, les acteurs politiques, la course à pied, ça les branchait pas plus que ça. Donc, quand on parlait sport, quand on parlait course à pied, on parlait compétition, on parlait fédération. Ils avaient la même mise totale sur la pratique de la course à pied. À partir des années 70, ils ont senti qu'avec l'évolution de la course à pied, notamment le jogging, il y avait plus de gens dans les parcs que dans les stades. Constat numéro 1. Moi, j'étais jeune prof d'EPS dans les années 80, j'allais courir au parc de Sceaux à Paris, et chaque année, je voyais de plus en plus de monde dans les allées. Et je me disais, il y a un truc qui se passe, quoi. En même temps, j'entraînais un club d'athlètes, parce que ça me plaisait toujours d'être dans ce milieu-là, et il y avait peu de gens qui venaient au club. Vous voyez, donc je sentais ce premier décalage, en fait. Et puis, au fil des années, c'est un décalage qui a augmenté, en fait. Et il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à courir en dehors des clubs, en dehors des stades. Alors on l'a vu pendant le confinement, hein, où il y avait plus de clubs et plus d'entraînement. Et moi, dans mon village, il y a 1000 habitants. J'ai jamais vu autant de personnes courir. Je les vois plus aujourd'hui, mais sur la période confinement, ça a été exponentiel. Est-ce qu'ils courent plus ou est-ce qu'ils vont courir à d'autres endroits? Parce qu'en fait, pendant le confinement, il y avait l'effet spatial du kilomètre autorisé. Exactement. Et effectivement, moi, je voyais beaucoup de gens courir. C'est pas pourtant qu'ils ont arrêté, mais
comme ils aiment bien aller courir dans un parc avec des copains ou voire même sur un stade en club, il y a une dispersion que le confinement avait limitée. Mais du coup, je me souviens plus de la question que tu m'as posée. Alors, c'était par rapport à la Fédé. Ah oui, donc la Fédé, pour les constats, c'est ça. Deuxième constat, c'est eux qui organisaient les compétitions. Et pour la première fois, on a des courses hors stade organisées par des associations qui se passent du label de la fédération. Donc, ils perdent la mainmise sur l'organisation des compétitions de course à pied. Et ça, pour eux, c'est insupportable parce que c'est une perte de pouvoir. En fait, le sport, comme d'autres champs de la société, sont des champs où il y a des enjeux de pouvoir entre les différents acteurs. Il y avait peut-être un enjeu monétaire et financier derrière. Il y a l'enjeu monétaire et financier, mais il y a surtout l'enjeu symbolique de considérer que on est l'acteur numéro un qui édicte les normes, les valeurs, les modalités. Et Marvel je le demande, mais c'est l'opposé de la fédération. Donc forcément, il y a conflit. À la seconde édition, le directeur du comité départemental du comité régional, je crois, du Languedoc, vient mettre sa voiture en travers le départ. Parce qu'il veut pas que la course ait lieu. Donc voilà. Et ça, c'est une espèce de guerre, une guerre picrocolline, voilà, qui se déclare et qui se joue entre la Fédé et les premiers organisateurs de courses hors stade. La Fédé mettra du temps à accepter ces courses, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui quitteront les clubs parce qu'ils ne supporteront plus cette attitude-là, pour finalement les accepter en son sein à la fin des années 80, disons à la fin des années 80, début des années 90, avec une commission des courses hors stade. Mais ça a été long, quoi. Ça a été long. Mais c'est la même chose lorsque le Grand Raid se crée en 1989. On va y revenir sur le tome 2. Mais c'est pareil. Ils veulent pas que les gens aillent courir dans la nature. Ils voulaient pas que les gens aillent courir en dehors des stades, participent à d'autres compétitions que ceux édictés dans le calendrier officiel. Et ces courses hors stade, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais les dénombrer? Est-ce qu'on sait à peu près combien il en existe en France? Alors oui, on sait qu'il y a 4500 à peu près courses hors stade, trail compris. Avec des gros rassemblements, comme tu le disais, le Grand Raid, l'UTMB, les marathons de Paris, les 20 km. Et aujourd'hui, il y a plus de trail que de courses hors stade en milieu urbain que c'est le trail qui a pris le devant, quoi. Alors qu'au début, il était minoritaire. Au début des années 90, il y a très peu de trail. Après cette première révolution, donc période 1968-1990-91, on bascule dans une toute autre sphère où là, la pratique commence à être démocratisée et il y a cette volonté d'aller toujours plus loin, toujours plus fort, entre guillemets, sur les compétitions. C'est ce que tu appelles la quête de l'ultra et de l'ailleurs. Oui, qui correspond à l'hypermodernité. Donc l'hypermodernité, c'est une nouvelle forme sociétale qui apparaît au tournant des années 90, en promulguant un récit qui est basé sur la performance, vraiment le culte de la performance. Alain Ehrenberg, 1991, la démesure, le toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus loin, la surenchère. Je parle même d'illimitisme, en fait. C'est nos limites. On va toujours chercher à faire plus de kilomètres, plus de dénivelé, aller courir dans des contrées toujours plus lointaines, plus exotiques. C'est ça que j'utilise le terme. D'ailleurs, donc l'individu hypermoderne, en fait, il s'inscrit dans une nouvelle forme de société qui est extrêmement mondialisée sur le plan économique, apparition de nouvelles technologies, un processus d'accélération de la société. Tout va plus vite, et dans une forme d'hyperconsommation et de mise en spectacle de soi-même. En fait, c'est l'hypermédiatisation, l'hypermarchandisation, l'hypertechnologisation. Voilà. Et la course à pied n'échappe pas à cette tendance culturelle de fond, dans la mesure où la majorité des coureurs vont chercher à intensifier leur expérience, plus extrême, plus lointaine. C'est ce que tu disais par rapport au Grand Raid, finalement? L'arrivée, finalement, de ces courses
lointaines, des contrées qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas sur un territoire qui serait proche, entre guillemets. Tout à fait. Et l'objectif est de se défier en repoussant les limites spatiales. C'est pour ça qu'on va dans le marathon des sables dans le désert, on va au Grand Raid à La Réunion, on va aux États-Unis sur des grandes courses, voilà. Et donc ça, c'est repousser ces limites, s'explorer, aller au-delà, finalement en priorisant une identité performative en explorant les 4 coins de la planète. Ça qui est très, très intéressant à observer, c'est que on veut aller courir dans le monde entier. Le monde entier devient un grand stade de course à pied. Et on va privilégier les milieux un peu hostiles, que sont la jungle, le désert, la haute montagne, voilà. Est-ce que c'est à cette époque-là, Olivier, que les tours opérateurs sportifs vont voir le jour, type Globe Runner, entre guillemets, où on vous propose un séjour clé en main à travers des paysages c'est extrêmes. Exactement à cette époque-là que les tours opérateurs commencent à intégrer la course à pied parce qu'ils ont compris. Ils avaient commencé avec la marche. Et elle, c'est beaucoup plus rapidement dissocié la marche n'était pas, il y avait peu de compétition à part quelques marches sportives, donc ils n'ont pas eu le même processus à accomplir et la marche elle est encore plus accessible que la course. Et les tours opérateurs l'ont bien compris, ils ont commencé par faire des voyages au bout du monde à pied. Le voyage à pied, c'est ce qui a commencé. Et la course à pied, je dirais, a emboîté le pas du voyage à pied. Voilà. Alors ça révolutionne quand même beaucoup de choses puisque jusqu'à présent, tu le disais, dans l'ultra distance, on était déjà passé de la piste à un semi-marathon, à un marathon, peut-être à un 100 km. Là, on dépasse et on balaye toutes ces barrières. On peut réaliser 150, 160 km comme sur le Grand Raid, sur une île qui n'est pas alors hospitalière, oui, mais le relief et ce que l'on peut trouver comme terrain de jeu, c'est pas ce qu'il y a de plus propice pour courir. Non, mais ça contribue à la motivation pour aller à La Réunion. C'est que les gens, ils recherchent toujours plus d'extrêmes. Parce que si on accomplit ce défi extrême, les bénéfices symboliques associés à la performance sont encore plus forts. Finalement, plus c'est extrême, plus c'est valorisant. On y recherche aussi de l'exotisme, de l'ailleurs, toujours plus d'ailleurs. Parce que c'est plus dépaysant que d'aller courir dans les Alpes ou les Pyrénées, parce qu'on y a déjà été en vacances et on recherche vraiment l'expérience la plus intense dans l'ultra et dans l'ailleurs, avec les bénéfices, avec des bénéfices symboliques qui sont extrêmement importants. Quand un ultra-trailer dit j'ai fait l'UTMB ou j'ai fait le Grand Raid de La Réunion, ça claque. Et dans le milieu, c'est une forme de reconnaissance collective qui est extrêmement importante. Et les gens, aujourd'hui, ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de se valoriser dans sa vie, dans son travail. Et dans les loisirs et dans les pratiques de course à pied, notamment les pratiques extrêmes, c'est très recherché, très, très, très recherché. Quand bien même la personne n'irait pas jusqu'au bout. Le fait d'avoir participé, d'avoir pris part à une course, parce que c'est pas donné à tout le monde. Même si on dit aujourd'hui, on peut préparer le Grand Raid et Eric Lacroix, que l'on salue, peut vous proposer des séances spécifiques, même pour moi qui habite en pleine Beauce, le Myocross Max, je connais cette séance-là, mais c'est pas quand même à la portée de tous. Donc, quelqu'un qui viendrait à ne pas terminer une course, est-ce que ce côté valorisation, tu disais, ça claque d'avoir, entre guillemets, bouclé une telle épreuve? Oui, alors, le fait d'y participer, c'est une satisfaction personnelle, mais l'abandon est très mal vécu, de manière générale, sauf lorsque la personne n'est pas sur un projet. Parce qu'il y a trois grands projets d'engagement dans ces ultras. Il y a le projet compétitif, comme sur les marathons, le projet performatif et le projet découverte, où on se fout du chrono. L'idée, c'est de finir en profitant des paysages, en profitant des gens qui sont des habitants. Et si on finit pas, c'est moins grave, dans la mesure où on aura quand même profité. Et comme on n'était pas sur la recherche de la performance, ça va être moins traumatisant. Par contre, mais ces coureurs-là ne représentent que 20%. On a 50% chez les compétiteurs et on a 75% chez les personnes qui recherchent une performance. Et cela, il faut aller jusqu'au bout.
il faut aller jusqu'au bout en essayant d'être le plus proche possible de la performance que l'on souhaitait faire. Mais c'est pas très grave si on dépasse d'une heure ou deux. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout en réalisant la meilleure performance possible par rapport à l'état de ses ressources du moment. Et le finir en se disant, voilà, j'ai été jusqu'au bout, j'ai optimisé mes ressources, je suis fier de moi, j'ai accompli mon défi. C'est extrêmement valorisant pour moi. Là, après, on pourrait faire un autre sujet d'épisode. Au-delà de la performance, c'est la souffrance que parfois endurent certains coureurs. Est-ce qu'il faut absolument se mettre minable, être fracassé pour franchir une ligne d'arrivée? Là, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Mais il y en a qui vont jusque là parce que à l'arrivée, ils se sentent davantage vivants, ils se sentent davantage exister. Ça a du sens pour eux. Ça peut être critiqué par d'autres. Mais la souffrance permet aussi après une forme d'épanouissement, de plaisir, d'avoir réussi son objectif. D'une course isolée quand même, hein, sur une île qui est quand même française, l'île de la Réunion, comment on a pu arriver à un tel déploiement de cette quête du toujours plus, de l'ultra? Personnellement, toi, moi, Olivier, je suis jamais monté sur marathon et j'en ressens pas le besoin. Aujourd'hui, on parle avec les JO de 2024 du marathon pour tous, l'ultra peut-être pour tous également. Est-ce que les médias n'ont pas eu un rôle justement dans le fait de pousser vers cette ultra distance et cette ultra performance? Oui, les médias ont bien entendu eu un rôle dans la mesure où c'est toujours un amplificateur finalement des valeurs de la société. Qui, moi, au début des années 90, quand je passe du marathon à l'ultra, mon premier ultra, c'est en 2000, celui de la Réunion. Je nage en pleine hypermodernité, c'est-à-dire que je construis ma vie et ma vie prend du sens que parce que je me défie sur des épreuves toujours plus difficiles, toujours plus intenses, qui me demandent de davantage m'explorer, dépasser mes limites, voir jusqu'où je peux aller. J'ai l'impression d'en retirer un certain nombre de bénéfices. Donc, les médias, à travers les journaux spécialisés, ont bien entendu amplifié cela. Les grandes marques aussi en créant des équipements adaptés. Mais je dirais que la sphère économique comme la sphère médiatique, elles viennent accompagner et amplifier un phénomène qui naît dans le basculement vers de nouvelles valeurs. Et ces nouvelles valeurs, on les retrouve désormais en France puisque de la Réunion, on retrouve aujourd'hui l'UTMB et pratiquement, enfin, il y a beaucoup de courses qui, dans nos montagnes, sont labellisées comme étant des ultra-distances. Il y en avait 5 au début des années 2000, on est à plus d'une centaine aujourd'hui. Il y a plus de 3000 trails, donc elles sont quand même minoritaires, mais c'est elles les plus connues parce que c'est elles qui laissent le plus de traces sur les territoires, donc qui sont utilisées dans les stratégies de marketing territoriales par les collectivités qui ont bien compris l'intérêt d'organiser un ultra sur leur territoire, mais ce sont elles aussi qui laissent le plus de bénéfices aux coureurs. Donc les médias parlent plus souvent de ces ultras qui sont très médiatisés parce que finalement ils répondent à une demande. Alors après, comme tout le monde n'est pas capable de les faire, ce sont les trails longue distance, moyenne distance et courte distance qui recueillent le plus de pratiquants. Mais ces pratiquants-là, un jour ou l'autre, ils vont aller se tester sur un ultra, pas tous. C'est comme les joggeurs par rapport aux marathoniens. Il y a beaucoup moins de marathoniens que de joggeurs. Donc, il y aura toujours beaucoup moins d'ultra-trailers que de trailers simples. Mais même pour de nombreux trailers, aller vers un ultra, ça sera finalement la quête, une forme de quête identitaire, existentielle. Avec, pour ces courses, que ce soit le Grand Raid, on parlait de l'UTMB, les Templiers, tu as des courses qui sont de moins grande distance et qui permettent peut-être une accessibilité plus facile. C'est un premier pas dans le monde de l'ultra et de participer à cette fête de l'événement que peut être le Grand Raid ou l'UTMB. D'ailleurs, ces événements-là ont diversifié leurs courses. Aujourd'hui, c'est 8 courses à l'UTMB de distance et de dénivelé différents. C'est 4 courses au Grand Raid de la Réunion. C'est une dizaine aux Templiers. Donc, on a des distances très variables, de 15 à 160, 170 kilomètres, de manière
à faire venir le maximum de personnes. Après, le Tour des Géants reste sur une course extrêmement élevée en dénivelé en kilomètres, réservée là quand même pour le coup à des spécialistes de l'extrême, quoi. Est-ce que, en tant que sociologue également du tourisme, tu as constaté une évolution? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne part plus simplement pour faire sa course, mais il y a tout un écosystème autour avec du logement, avec des visites, des choses qui sont organisées autour des coureurs. On le disait avec les premiers Globe Runners, mais dans un package Réunion, dans un package UTMB, est-ce qu'il y a une forme de tourisme? Et que font justement les acteurs locaux de ces courses-là? Il y a une récupération, ça booste les territoires? Tout à fait. Ils sont devenus des leviers de développement touristique. Alors, on assiste à une mise en tourisme de la course à pied à travers les marathons. C'est très net sur les grands marathons des capitales européennes. Paris en est un bon exemple. Le Médoc aussi, hein, par rapport à un territoire viticole où le vin a une grande importance, mais où peut-être c'était une clientèle aisée qui venait acheter du vin en Médoc. Le marathon a permis, tout en conservant cet imaginaire, de faire venir une clientèle plus populaire. Hein. Et sur les territoires de montagne ou les territoires insulaires comme la Réunion, il est clair qu'à Chamonix, par exemple, après avoir été la capitale mondiale de l'alpinisme, vu la régression de cette activité-là, il fallait trouver une autre image à Chamonix extrêmement, je dirais, mondiale, et le trail est en train de jouer ce rôle-là. Hein. Chamonix devient tout autant la capitale mondiale du trail que celle de l'alpinisme. Et à La Réunion, c'est pareil. Réunion île intense. Pour La Réunion, touristiquement, le Grand Raid fait venir pour la première fois des gens dans l'île qui seraient jamais venus sans l'événement. Ils y viennent souvent seuls la première fois et après, ils reviennent en famille sur les traces de leur exploit en rando avec leurs compagnes et leurs enfants. Donc, on a des retombées économiques directes pendant l'événement, mais après, hein, de découvrir finalement la Réunion grâce au Grand Raid, ça crée une stimulation, une motivation extrêmement importante pour y revenir parce qu'on découvre des cirques, des pics, la plaine des sables, la forêt primaire, des petits îlettes et on découvre tout un nouveau monde qu'on ne connaissait pas. Et c'est grâce à l'événement parce que il y a des gens qui vont à La Réunion, bien entendu, sans faire le Grand Raid, mais le Grand Raid est un attracteur touristique extrêmement puissant. Après y avoir pris part, est-ce que c'est cette découverte de l'île qui t'a donné envie de t'y installer, justement? Non, parce qu'en fait, pas du tout, parce que j'ai participé à mon premier Grand Raid. L'été, j'ai déménagé en août 2000 et j'ai participé au Grand Raid en octobre 2000. C'est une fois sur place, mais ça faisait longtemps que ça me démangeait. Et mais bon, il y a quand même un obstacle, c'est le coût financier, hein. Et on le voit bien parce que contrairement à l'UTMB, le Grand Raid n'a pas le même pourcentage d'étrangers, hein, et pas autant de nationalités. Hein. L'UTMB, c'est plus de 140 nationalités. La Réunion, on est à 50. Oh, je parle en 2022. C'est monté progressivement. Et les étrangers non réunionnais et non français et dom-tom, donc vraiment des non-français, pour faire global, c'est 10%. Alors qu'à l'UTMB, les non-français, c'est aujourd'hui 65-70%. À cause de l'éloignement géographique, du coup, à cause du coût financier, le fait d'être suspendu à l'avion, c'est quand même un coût important, mais les bénéfices sont tellement importants que j'ai interviewé des gens. Ils font des sacrifices financiers énormes pour aller courir à La Réunion, parce que pour eux, c'est la course qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un côté décélérateur? Tu vois qu'on monte petit à petit, il y a cette quête du toujours plus, de l'ultra. Est-ce qu'une fois qu'on a atteint ce Graal, comme une bulle un peu spéculative, hein, ça va forcément retomber derrière? Est-ce que tu l'as constaté dans ce milieu de la course à pied? Oui, alors c'est l'objet de mon tome 3, hein, de l'archipel de la course à pied, où les valeurs de l'hypermodernité continuent d'exister. Hein. Tous ces grands événements dont on parlait extrêmes ont toujours autant de succès, mais en même temps, se développent de nouvelles manières de courir à travers des trails, à travers même des marathons, à travers de nouvelles courses
où on n'est plus dans cette quête de l'extrême et de l'ultra, de toujours plus, de toujours plus loin, plus fort, plus haut. Donc il y a bien de nouvelles valeurs. On va s'attacher à davantage de sens qu'on va donner à sa pratique, à découvrir davantage de territoires. On va être dans la recherche de liens sociaux plus importants, d'immersion dans le milieu plutôt que de domination. Donc c'est la transmodernité, la troisième révolution, cette hybridation entre les valeurs de l'hypermodernité qui existent toujours, parce qu'on est toujours dans une société mondialisée, marchandisée, médiatisée, mais de nouvelles valeurs qui s'inspirent finalement des premières valeurs de la postmodernité, où on va un peu contester cette façon de vivre, de consommer et de courir, pour revenir à des choses plus simples, plus sobres, plus slow, plus basiques, voilà, plus durables, plus responsables. Donc on est sur cette tendance un petit peu écologiste finalement. Oui. Alors c'est la balance écologisation, technologisation, marchandisation. Ce qui caractérise le mieux la transmodernité, c'est l'hybridation dans les consommations. Parce qu'on le voit, des trailers refusent aujourd'hui de prendre l'avion, de ne plus voyager pour aller, par exemple, faire le trail du mont Fuji avec un impact environnemental trop important. Ils vont préférer rester sur un territoire beaucoup plus national, je dirais. Voilà. Mais ces déclarations-là, on les entendait pas il y a 5 ans même. Et aujourd'hui, on les entend. Alors, il y a parfois un décalage entre les discours et les actes, hein, mais c'est quand même un discours que l'on entend. Il y a encore beaucoup de greenwashing, mais il y a aussi des épreuves qui s'appellent des éco-marathons ou des éco-trails qui se développent avec le souci de respecter l'environnement, de respecter les habitants, une dimension sociale, culturelle, écologique, mais aussi économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre le développement économique, mais il faut qu'il soit maîtrisé. Il ne faut pas que ce soit la logique économique qui l'emporte sur les deux autres logiques. Donc, il y a ce souci d'équilibre entre les trois logiques qui participent au développement durable des territoires. On le voit aussi avec l'émergence de grosses communautés. Enfin, dans des villes comme Paris, on a des groupes de coureurs qui ne sont pas là pour la performance, mais juste pour le fait de courir ensemble. C'est des choses qui sont nouvelles et qui se sont développées sur peut-être les 15-20 dernières années. Alors, courir ensemble, ça a toujours existé. Et les clubs étaient un moyen privilégié, bien entendu, qui a amené de la contrainte, parce que c'était toujours les mêmes jours, à la même heure, au même endroit. Mais même dans des groupes informels, moi, j'ai toujours couru avec des copains. C'était des petits groupes. Alors, il n'y avait pas les outils numériques, les applications, donc c'était plus compliqué. Il fallait se donner rendez-vous, se passer un coup de téléphone. Mais la course à pied a toujours été à la fois un exercice solitaire et collectif. Même si le solitaire l'emporte, c'est une activité qu'on peut faire seul. Et très souvent, lorsqu'on est dans beaucoup de contraintes, eh bien, le fait de pouvoir la faire seul, au moins, elle limite la contrainte humaine. Et ça, c'est souvent le cas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est clair qu'avec les applications, les clubs sont de plus en plus concurrencés par des formes de regroupement informels qui n'ont fait que s'amplifier. C'est évident. Hein. Quel est ton regard sur cette digitalisation du sport qu'est la course à pied et le running plus globalement? En tant que sociologue, qu'est-ce que tu perçois, toi, comme élément? C'est une adaptation de la course à pied aux évolutions technologiques. La course à pied, elle n'est pas en apesanteur territoriale, on l'a vu, elle n'est pas en apesanteur sociétale ou économique. Le processus de technologisation, il se développe dans la société tout entière, dans le sport globalement et dans la course à pied en particulier. Moi-même, je fais pas partie de cette génération-là, ce qui fait que j'en suis un piètre utilisateur et je cours sans chronomètre, j'utilise pas d'appli, voilà. Mais parce que j'ai une expertise, un vécu et que j'ai envie quand je cours d'être vraiment totalement ouvert, que mes sens soient ouverts à l'environnement. Voilà, j'ai jamais couru non plus avec un Walkman. Je veux être à l'écoute des sensations, du bruit de la nature, observer, m'émerveiller, à courir dans la neige là avant-hier. Ouais, c'était génial. On n'a pas besoin de technologisation. Mais pour quelqu'un qui a besoin de s'entraîner, qui veut progresser, il y a des outils, il y a Strava, il y a plein de choses. Je suis pas contre. Je vois pas pourquoi je serais contre. Elles ont leur utilité, mais elles s'inscrivent surtout dans une évolution technologique de notre société qui fait que
elle est omniprésente chez beaucoup de coureurs, mais elle est absente chez d'autres, notamment les plus anciens coureurs comme moi, quoi. Et c'est vrai que c'est plus les jeunes, on va le retrouver beaucoup plus chez les jeunes. Comment tu perçois l'évolution de notre sport avec l'arrivée là des Jeux Olympiques en 2024 et après? Est-ce qu'il y a des tendances qui se définissent? On est toujours dans cette troisième révolution, hein, on l'a dit, avec une digitalisation, une tendance écologique assez forte avec la marchandisation derrière. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent, entre guillemets, ressortir? Les Jeux Olympiques, c'est le symbole de la modernité sportive. C'est le symbole, c'est la rénovation, c'est 1896, c'est Pierre Coubertin. On est en pleine société, développement de la société industrielle. Le sport participe, naît de cette société industrielle, comme une métaphore, en fait. Et les Jeux Olympiques viennent couronner ces valeurs-là. Ils se développent, malgré les guerres, je dirais, ils perdurent. On a à la sortie, donc dans les années 50, 60, des Jeux Olympiques qui prennent de plus en plus d'importance dans la société, qui viennent couronner cette société moderne. L'hypermodernité ne fait que les renforcer, parce qu'on est toujours situs altus fortus, hein, la devise des Jeux Olympiques, donc toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort. Et finalement, ils sont assez peu critiqués, hormis quelques petits boycotts politiques entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Mais on est sur des grands événements finalement planétaires, un grand événement planétaire, rassembleur, fédérateur, métaphore de notre société, quoi. On peut faire la guerre à travers les Jeux Olympiques en s'affrontant à d'autres nations, et en même temps c'est un symbole de la paix, etc., etc. On s'aperçoit qu'aujourd'hui toutes ces valeurs-là, elles existent toujours, mais elles sont quand même travaillées à la base dans la mesure où dépenser autant d'argent pour organiser de tels événements, souvent au détriment des facteurs écologiques, voire humains. On est sur une illusion, hein, d'égalité, sociale dans les Jeux Olympiques, ou même d'égalité géopolitique. Les Jeux Olympiques, ça profite aux pays industrialisés quand on voit la répartition des médailles. Donc voilà, moi je suis assez critique, dans la mesure où je pense que c'est un événement qui avait du sens à une époque. Je trouve qu'il en a beaucoup moins aujourd'hui. Et en 2024, en France, organisé à Paris des Jeux Olympiques, moi, franchement, là, on peut trouver des facteurs positifs, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quand même, je trouve on manque d'esprit critique par rapport à ce type d'événement qui est too much, qui a plus trop de sens aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore les moyens de se payer une telle gabegie d'argent, voilà. Est-ce qu'on ne faudrait pas inventer autre chose, autrement dit, plus adapté à notre époque? On parle de sobriété, on n'y est pas, quoi, dans les Jeux Olympiques, mais on n'y est vraiment pas. On le voit avec les investissements qui vont être mis en place et les tarifs des places qui aujourd'hui, voilà, c'est ça. Les billets astronomiques, une flamme olympique qui va traverser les départements à qui on demande 200 000 euros. Mais de qui se moque-t-on, quoi? Donc là, on est sur quelque chose qui fera partie du troisième tome. Non, je parlerai pas des Jeux Olympiques. Alors, peut-être je ferai allusion au marathon, qui me paraît c'est une bonne idée d'avoir créé, parce que ça correspond effectivement à l'évolution de la course à pied, en même temps que le marathon olympique, un marathon ouvert à tous. Mais sur le papier, il est ouvert à tous. Mais quand on voit les critères de sélection pour y participer, voilà, c'est peut-être moins le cas, quoi. Donc, on fera un bilan. En tout cas, moi, je serai pas à Paris en 2024, ça c'est clair. Merci Olivier pour l'ensemble de ces éclairages. Alors, j'aurais une dernière question que je pose à mes invités. Pour toi, un instant à côté de tes pompes, ce serait quoi, en dehors de toute activité sportive que tu peux justement mener? Un instant à côté de mes pompes. Pour toi, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du sport? Ah, qu'est-ce que j'aime faire en dehors du sport? J'aime écrire, j'aime lire, j'aime bien manger, bien boire, rencontrer des amis, m'enrichir, aller voir des expos, cinéma, au théâtre, en concert. Mais j'ai pas l'impression d'être à côté de mes pompes. Je suis dans d'autres pompes, mais je suis dans mes pompes. Être à côté de mes pompes, ça serait vraiment prendre le parti de faire quelque chose qui me correspond pas. Donc j'ai toujours l'impression d'être dans mes pompes, mais en changeant de pompe. Alors Olivier, si les gens veulent te retrouver,
lire justement les ouvrages que tu as pu rédiger, où est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, donc, Courir de 1968 à nos jours, le tome 1 est sorti aux éditions de Kern et on le retrouve dans toutes les bonnes librairies. Si la librairie l'a pas, elle le commande. On peut aussi le commander sur le site Kern, kern.fr. On peut me contacter moi directement par mail ou par téléphone et j'appelle mon éditeur pour qu'il puisse honorer la commande. Donc olivier.bessier@univ-po.fr. Le plus simple est d'aller dans la librairie de votre quartier et il le commande très rapidement. Hein. Moi, je remettrai tous les liens donc dans les notes de l'épisode. Et Olivier, je te remercie d'avoir accepté de nous éclairer sur l'évolution de notre sport préféré. Derrière course à pied, on entend running, on entend jogging, on entend trail, on entend marathon et piste. Donc, c'est assez global. Donc, merci à toi d'avoir pris du temps pour nous exposer justement ces différentes anecdotes. Merci beaucoup à toi et au plaisir de se rencontrer, de se voir et d'échanger en direct. Merci Sébastien. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.